Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver pour l'émission du mois de décembre. J'espère qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit en tout cas riche, parce que j'ai deux personnes sur le plateau qui ont beaucoup de choses à vous dire, qui sont de passage à la Martinique et qui vont vous entretenir, l'un sur son projet de film et l'autre sur un ouvrage qu'elle a écrit à destination de nos enfants, mais plutôt des parents qui élèvent des enfants noirs ou métis. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que les fêtes ne vous feront pas perdre la tête, que vous allez rester dans la réflexion aussi. En tout cas, je me réjouis de partager cette nouvelle émission avec vous et puis vous demande si vous en avez envie de faire remonter vos impressions, d'écrire à nos auteurs qui vous laisseront leurs coordonnées ou de téléphoner à la rédaction 71 27 27. Voilà, donc restez avec nous et puis j'espère que vous aurez du plaisir à nous écouter. Voilà, donc je reçois sur le plateau Xavier Oizo. Bonsoir Xavier. Bonsoir, merci pour l'invitation. Voilà, donc Xavier est à la Martinique depuis 2 jours. Oui, c'est ça. Et il s'en va très vite aussi, donc vous n'aurez même pas le temps de le voir, mais vous venez pour... Je viens parce que je prépare un projet de film documentaire qui s'intitule Don't Worry, Be Happy, sur la question du cheveu crépus et de ses implications, donc de l'afro au défrisage, la haine de soi, la confiance en soi, la symbolique, l'esthétique, donc j'ai dit l'estime de soi, il y a également l'art capillaire et globalement c'est un peu tous ces sujets qui seront traités. Un projet qui tourne donc autour de la reprise en main de soi. Ouais. La fonction identitaire aussi et politique. D'accord. Et puis je reçois Madame Dzokanga. Dzokanga, voilà, Annick, qui est auteure, en tout cas qui a commis un ouvrage qui s'appelle « Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs ». Vous voyez bien le titre ? « Élever des enfants noirs et métis chez les Blancs ». Voilà, vous n'êtes pas choqués. On aura de quoi vous convaincre que... Il y a des différences. Je vous ai présenté 2 émissions, ou 3 peut-être, sur les écoles alternatives. Ça avait du sens. J'espère que vous continuez à côté de l'école officielle, envoyer vos enfants chez ces personnes ou leur faire partager en tout cas le type d'activité qui se développe dans ces écoles parallèles. Et vous allez comprendre un petit peu mieux pourquoi c'est nécessaire que vous ayez cette posture-là, puisqu'il en va de l'avenir, en tout cas de l'équilibre psychique de vos enfants. Voilà. Alors, Annick, si vous permettez, je vais commencer avec Xavier, qui va donc nous présenter son projet, mais en amont de tout, on va vous présenter le petit spot qu'il a préparé et qui circule sur Internet. Il se peut que vous l'ayez déjà vu, mais on va le revoir ensemble. Who taught you, please? Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin? Listen to this. We didn't come here on our free will. Our people was told. The thief was the devil, sure how they really was told. To steal a song for people, you know he really was. Ce frère-ci, moi-même et nous tous, nous sommes nés avec nos cheveux comme ça et nous les portons comme ça parce que c'est naturel. Parce que les Noirs ont récemment pris conscience que leur apparence physique était belle. Les Africains ou les descendants ne sont pas nés avec l'idée qu'ils étaient moches, que leurs cheveux n'étaient pas celui qu'ils devaient avoir, qu'il fallait en changer la texture pour être acceptable. Ils sont nés dans des environnements dominés par les Occidentaux, par les Blancs, qui leur ont renvoyé une image d'eux-mêmes qui est négative, une image de cheveux que les Blancs ont refusé de considérer comme étant un cheveu.
to such extent that you bleach to get like the white man, you should ask yourself who taught you to hate being what God gave you. Je suis pas encore revenue. Voilà, chers amis téléspectateurs, Don't Worry, Be Nappy. Donc, c'est le projet de film de Monsieur Xavier Oizo qui est sur le plateau et vous travaillez en collaboration avec un caméraman. Oui, avec une personne qui a déjà réalisé beaucoup de films. D'accord. Et qui a fait également des émissions télé pour les chaînes de télévision françaises. D'accord, qui s'appelle Benoît Sorti. D'accord. Alors, pourquoi avoir fait structurer le spot de cette façon-là? Il y a beaucoup d'Américains, c'est beaucoup de l'Amérique. On a très peu de vision de ce qui se passe dans la Caraïbe et dans l'espace, hélas, j'allais dire francophone, dans la mesure où on est quand même l'espace où on est le plus privé de soi-même et on a l'espace dans lequel on a le plus de mal à parler de ce qu'on est réellement et à avoir envie de soi, finalement, le goût de soi. Alors, pourquoi avoir constitué le clip de cette façon-là? Et effectivement, il y a... Tous les films que j'ai pu voir sur la question sont des films anglo-saxons, et c'est pour ça que moi j'avais pas beaucoup d'éléments pour faire autre chose en attendant, et c'est pour ça que moi j'ai décidé de m'intéresser à cette question et de réaliser enfin un film réalisé par quelqu'un qui serait de la zone dite francophone. Et réaliser un film, c'est pas une mince affaire. Donc moi mon film le projet est supporté par une école de cinéma à Malakoff. Et cette école m'offre la partie production et post-production. Et donc moi j'ai en charge la mission de trouver des fonds pour tout ce qui est voyage, parce que ce film nécessite un certain nombre de voyages. Donc j'ai posté sur le site internet qui s'appelle Kiss Kiss Bang Bang. Donc, ça s'écrit comme en anglais. Si vous voulez, on va parler des questions monétaires tout à l'heure. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il est venu un peu pour nous demander de l'aider. Et donc, mais on va avant vous donner un peu goût du projet, vous le faire découvrir. Alors, on n'a pas dit qui vous êtes. Pourquoi vous avez des studios mis à disposition? C'est parce que vous êtes vous-même dans le monde de l'audiovisuel. Oui, je travaille sur la chaîne de télévision TV5 Monde à Paris, dans le 17e. Je suis moi-même dans le milieu audiovisuel. Et parallèlement à ça, ce qui m'intéresse, c'est vraiment... tout ce qui agite ma sensibilité, c'est vraiment la question du monde noir en général, que ce soit le travail de madame ou ce que moi je peux faire, ou même vos propres travaux. Donc moi c'est ça qui m'intéresse en dehors de mon travail. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce projet de film documentaire. Et je crois que l'idée de ce projet de film documentaire m'a capéré l'esprit il y a déjà très longtemps. Je crois que ça a débuté quand j'étais enfant, en fait. C'est quand j'étais enfant, quand je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans, la première fois que je suis allé à l'école, sur le chemin de l'école qui dure pas plus de 5-6 minutes, j'ai eu droit à des crielles d'injures, à toutes sortes de diatribes. Comme ça, c'est l'école en France. L'école en France, ouais. Oui. Quand je suis arrivé en France. Parce que j'ai vécu de ma naissance à l'âge de 8 ans au Bénin. Je suis originaire du Bénin. D'accord. Et donc j'ai entendu des choses que je connaissais pas, des mots comme sale nègre, négro, bamboula, etc. Et Blanche-Neige, ça m'a intéressé parce que je connaissais pas la neige. Et dans la cour de récréation, les enfants passaient derrière moi et plongeaient leurs mains dans mes cheveux. Et je trouvais ça vraiment très curieux. Et quand je suis rentré chez moi le soir, quand j'ai vu mon père, c'était la première fois que je réalisais que mon père était noir. J'avais jamais, ça m'avait jamais accaparé l'esprit. Et ma mère était blanche. Et c'est là que les questionnements ont commencé. Et puis un jour, je faisais la queue dans une administration, et il y a une femme, je portais la même coiffure mais les cheveux beaucoup plus longs. Il y a une femme qui s'est approchée de moi et qui m'a touché les cheveux, et ça m'a renvoyé à mon enfance. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse un travail là-dessus, et c'est comme ça que ça et qu'est-ce que ça a provoqué en vous, qu'elle ait touché vos cheveux? Je me suis senti un peu comme dans les années 30, dans une espèce de zoo, chosifié, quoi. Donc, parce que mes cheveux ont une apparence, je ne sais pas comment elle définissait ça, mais à cause de ça, elle s'est octroyée le droit de venir et de me toucher les cheveux. Donc
ça m'a vraiment pas plu. Ça m'a vraiment pas plu. Et aussi parce que dans la rue, quand je croise des femmes noires avec les cheveux défrisés, la peau décolorée, ça aussi, ça me questionne, ça m'interroge. Donc toutes ces choses m'ont poussé sans vouloir les accuser, parce que toutes ces choses m'ont poussé à m'intéresser de très près à la question du cheveu crépus. Mais aux États-Unis, il y a bien eu un mouvement, où il y en a encore un, sur la question de don't touch. C'est my hair. Ne touchez pas à mes cheveux, parce que on est dans une civilisation qui effectivement a un rapport avec le corps noir ou le cheveu crépus qui est assez libéré. Décomplexé. Et donc on vient, on vous touche, on pénètre, on viole votre espace privé, et ça a donné un mouvement aux États-Unis. Ça n'est pas seulement ne touchez pas à mes cheveux, ou bien vous ne m'avez pas demandé l'autorisation de le faire. Donc c'est intéressant de comprendre aussi qu'à travers ce sentiment de violation, il y a des choses que l'autre qui vous fait ça ne perçoit pas, mais qui peuvent laisser en vous des traces. Et on peut travailler donc sur la question du manque d'estime de soi, ou le sentiment qu'on appartient à tout le monde, ou que tout le monde vient violer votre espace intime, est lié aussi au type de rapport qu'on peut avoir avec son corps et son cheveu. Voilà. Donc, je vous demandais la question, la raison pour laquelle vous aviez monté le clip comme vous l'avez fait, puisque on commence avec Malcolm X, et qui stigmatise de manière très directe ceux qui vous a donné envie de traiter vos cheveux comme vous le faites, etc. Et quand on a lu Autobiographie de Malcolm X, j'espère que vous aurez envie de le lire. Ce sont un petit ouvrage, collection pocket, et c'est très simple, très facile à lire. Quand on a vu la première scène de défrisage de Malcolm X, parce que il était plutôt roux, et peau plutôt claire, et il avait spéculé sur ces deux aspects de son identité physique, sa morphologie, qui, s'il arrivait à porter le cheveu lisse, ferait de lui un homme noir, quelqu'un qui se rapprocherait des blancs. Et donc, quand il a fait son premier défrisage, il avait les cheveux roux, plats, aplatis. Et d'ailleurs, il raconte cette histoire. Si vous ne connaissez pas cet ouvrage, je vous le conseille très vivement. Parce que quand on parle du défrisage dans ses débuts, c'est l'histoire d'une immense souffrance. Aujourd'hui, elle est un peu atténuée, mais parce qu'on a mis beaucoup d'édulcorants, etc., d'assouplissants dans les produits. Mais il y a encore des femmes qui ont un cuir chevelu très sensible et qui ressentent ces brûlures-là d'une façon ou d'une autre lorsqu'elles se défrisent aujourd'hui avec les crèmes ultra-modernes qu'on leur offre chez les coiffeurs, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une chose que je voyais dans le clip. C'est c'est vrai que les supports américains sont importants, mais en même temps, c'est le monde noir en général qui est concerné par ça. Donc on ne dit pas qu'on ne veut pas, mais je voulais souligner par là qu'on ne veut pas s'inspirer. Je voulais souligner plutôt que il y a un problème dans nos régions dites francophones où nous sommes incapables de produire de tels supports pour travailler justement sur aider les nôtres à prendre conscience d'eux-mêmes, à aimer leur corps, leurs cheveux, à ne pas se considérer comme un problème. Donc des productions audiovisuelles, tout ce que nous regardons qui met en valeur le corps noir, le cheveu, etc., sont en général des productions des Afro-Américains. Alors vous avez une séquence dans la vidéo qui montre une femme, une très jolie femme, qui occupe une fonction... elle est mannequin, et on la voit donc révéler, c'est beaucoup de courage, révéler ce que le défrisage lui a fait. Pourquoi vous avez voulu mettre cette partie-là, Oui, en réalité, c'est... Moi, quand elle a... Avant même qu'on la filme, moi, j'ai vu que c'était tellement violent et j'ai eu du mal même à tenir la caméra et filmer jusqu'au bout. Mais elle a insisté pour que ce soit diffusé, parce que elle nous a expliqué qu'aujourd'hui elle se rend compte à quel point
elle a détruit une partie d'elle, quoi, à cause de ses. Elle était aussi poussée par le manichénat par tout ce système. Et elle m'a expliqué elle avait acheté un produit de chez L'Oréal. Qu'elle a appliqué, et voilà ce que ça a donné, quoi. Et aujourd'hui, c'est une femme qui est meurtrie en elle-même. Elle a du mal à sortir. Oui, parce que son cuir chevelu est complètement brûlé. Donc le cheveu ne repousse pas. Ah non, c'est terminé. C'est vraiment l'alopécie au l'alopécie dernier. totale, oui, ouais. totale. Et on voit pas bien sur l'image, mais elle a même des cratères. Des plaques, C'est vraiment horrible. Donc, elle a voulu qu'on présente cette image parce qu'elle veut absolument que les femmes qui se défrisent les cheveux regardent ça et se rendent compte des réalités, ce que ça peut produire quand on continue, on insiste à pratiquer dans le défrisage. Et vraiment, c'était une très belle femme, comme vous l'avez pu le voir. Et c'était vraiment dur à filmer, difficile à filmer, difficile à regarder. Et puis elle est vraiment malheureuse. Elle me dit qu'elle a plus de vie sentimentale. D'accord. Mais c'est pour vous dire aussi, chers amis téléspectateurs, qu'on parle du cheveu crépus comme d'un cheveu unique, mais vous savez que vous avez 5 textures de cheveux crépus. Et il y a des gens qui vous diront « Ouais, je me suis défrisé toute ma vie, ça ne m'a rien fait. » C'est vrai, c'est peut-être une texture très résistante, mais vous avez beaucoup de femmes qui ont une texture très, 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 très fine, et beaucoup des femmes qui ont subi ce phénomène d'alopécie totale au premier défrisage sont des femmes qui ne connaissaient pas justement la texture de leurs cheveux et qui ne savaient pas que le cheveu crépus ne se décline pas au singulier. Il y a des textures de crépus et donc plus ou moins résistantes, et du coup il se trouve qu'elle a été probablement parmi les femmes à texture fragile, et dans son métier il fallait qu'elle use et abuse de ce procédé, puisqu'il faut... Voilà, hélas, aujourd'hui, ça devient une mode d'avoir ce qu'on appelle une crinière, mais dans ce milieu-là, il faut être plutôt aplati et correspondre au canon de la beauté occidentale, tel que c'est diffusé. Et pour être dedans, on vous oblige donc à vous soumettre à ces normes qui sont parfois donc fixées par les autres, sans égard pour vous et sans connaissance absolument de ce que vous êtes. Et nous, je l'ai dit dans notre espace, nous n'avons pas accès à nous-mêmes, pas connaissance de ce que sont ceux d'entre nous qui ont des textures différentes. C'est vrai, je sais que quand j'ai travaillé sur Peau Noire, que tout ce mouvement-là est parti, on m'a dit « Tu peux pas comprendre, t'as pas les cheveux crépus ». Mais c'est faux. C'est faux parce que quand on a lu Peau Noire, cheveux crépus, personne n'imaginait que j'avais la texture que j'avais. Donc j'ai dit, c'est que non seulement mon peuple a les cheveux crépus, mais le crépus, je le porte ailleurs. Voilà ce qui m'a permis de comprendre et d'entrer dans des problématiques très intimes. En tout cas, on ne joue pas avec ça, on n'essaie pas d'écarter les uns les autres, on se met tous ensemble pour comprendre ce qui se joue là et pour comprendre pourquoi on n'a pas plus d'accès que ça aux spécificités qui sont celles d'une peau noire, d'un cheveu crépus, plus ou moins crépus, et qui ne sont pas du tout des corps blancs. La peau du noir est une peau épaisse à collagène qui ne vieillit pas facilement. Son cheveu est un cheveu total avec lequel il peut tout faire. Il a une créativité extraordinaire et ses traditions lui ont laissé d'ailleurs un héritage sans pareil. Aucune civilisation dans le monde n'a donné naissance à de telles coiffures, une telle splendeur que peu de gens savent reproduire aujourd'hui. Donc il faut voir ce que votre civilisation vous a donné, vous a légué, vous a apporté, et il faut aimer. Et même si nous vivons dans un monde qui ne nous donne pas le droit d'avoir accès à nous, parce que notre histoire nous est déniée, nos passés, notre douleur, tout ça là, c'est dénié au nom de la démocratie, de la République une et indivisible, mais les corps ne sont pas un et indivisibles. Les corps existent avec leur spécificité. Et le travail que nous faisons, chacun de son côté, Madame Dzo Sanga, Dzokanga aujourd'hui et Xavier Ouezo et puis beaucoup d'autres, eh bien, sont des travaux qui vous aident donc à entrer, accéder, construire une identité envers et contre tous, parce qu'elle est là et elle demande qu'on la respecte. Donc c'est pour cette raison-là que je
vient vous voir aujourd'hui avec ces thématiques-là, dont on a déjà, c'est vrai, largement débattu. Mais on ne répète jamais assez. On est en pédagogie et je vous ai dit que l'une des dimensions de l'émission, c'est d'être pédagogique pour vous aider à entrer tout doucement, sans violence, sans comment est-ce que ça s'appelle, sentiment de culpabilité dans des problématiques qui sont parfois douloureuses pour vous. Parce que je connais beaucoup de femmes qui ne supportent pas qu'on parle de ces problématiques parce qu'elles ont un problème avec ça. Mais il faut, pour se soulager et guérir, eh bien, essayer d'entrer, de supporter un petit peu la douleur et d'essayer d'entrer dans ces problématiques. Donc voilà. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure à propos du mouvement Don't Touch, il y a aussi... Don't Touch, c'est-à-dire ne touchez pas à mes cheveux. Ouais. Oui. Il y a aussi, malgré la distance, avec quand les esclaves étaient débarqués dans les Caraïbes et les Amériques, il y avait aussi la violence du regard de l'autre et de la parole de l'autre. Donc malgré la distance, je pense que cette violence sur le corps du noir, je pense que ça a commencé certainement là, ça l'a poussé à... Les mémoires anciennes. Ouais, ça l'a poussé à se conformer à une nouvelle idée du beau qui s'est fait, qui a germé en lui à cause de la violence de ce regard. Et je pense que s'adapter pour lui, ça signifiait atténuer justement la violence de ce regard et certainement le tenir aussi à l'écart. Oui. Parce que le miroir des yeux, de l'autre reflète aussi l'identité corporelle. Et je pense qu'il y a aussi de ça. Ça a dû commencer par là certainement. Oui. Mais c'est ce qu'explique Willy Moreau, que je cite pour Noir cheveux crépus. Il explique, mais en dehors de ça, on utilisait les cheveux de noir quand il refusait de sortir de la cale du bateau, on l'utilisait pour l'extraire, l'arracher avec violence de la cale du bateau. Donc, lui qui n'avait pas ce genre de rapport douloureux avec son cheveu, dès son premier contact avec les Blancs, il a vécu douloureusement son cheveu parce que on s'en est servi à des fins de violence et de violation, puisque son espace privé était violé, mais aussi on lui faisait mal, puisqu'on lui tirait les cheveux, on s'en servait comme d'une prise pour l'extraire de la cale du bateau. Donc tout ça c'est raconté. Vous voyez, aujourd'hui on a fait l'effort de vous restituer quand même cette histoire-là pour que vous compreniez pourquoi il y a encore au XXIe siècle un problème de porter ses cheveux. C'est quand même, on a tellement de choses à faire, tellement d'aspects à aborder qu'il nous faut dépasser ces questions-là. Il faut entrer dans les problématiques économiques, dans nos jeunes qui disparaissent, ceux qui sont sur le bord des routes, qui s'entretuent. On a de vraies problématiques. Il faut que le corps se prenne sa place et que j'ai tendance à dire qu'on lui foute la paix parce qu'il est ce qu'il est. Si dans les peuples de croyants que nous sommes, si le bon Dieu ou je ne sais qui avait décidé que les Noirs étaient de trop, ben, il les aurait pas fait. Et voilà que le bon Dieu ou autre chose a décidé qu'ils étaient les premiers à venir sur Terre et à porter toute la civilisation du monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on perd tellement de temps à vouloir défaire ce que la nature a fait? Voilà pourquoi on réfléchit encore aujourd'hui sur ces questions-là. Donc, on reviendra à vous tout à l'heure, Xavier, et je vais voir donc Annick Nzokanga qui nous a, donc je vous ai dit, présenté un ouvrage, vous voyez bien, chers téléspectateurs, il est important. Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs. D'accord? Alors, vous voulez bien vous présenter, Annick? Déjà, je voulais vous remercier, Juliette, pour cette invitation. C'est très précieux pour moi. Merci. En tant qu'auteur auto-édité, c'est une opportunité magnifique. Donc, merci encore. Alors, pour me présenter, moi, je suis née en Afrique en 1968 et je suis arrivée en France dans les années 70, en 76 exactement, dans ma 7e année. Et j'ai grandi toute ma vie, en fait, en région parisienne. En région parisienne. J'ai fait mes études. Je suis juriste de formation. Et j'ai étudié les lettres, mais c'était pas dans l'optique d'écrire. Donc pour moi, c'était aussi une belle surprise de pouvoir écrire ce livre. J'ai consacré 7 années de ma vie à le faire. Et j'en suis très contente parce que j'ai pu exprimer tout l'amour
que j'ai reçu de ma famille, de mes parents. Et mon parcours en Europe ne m'a pas amené à nier mon identité, à dévaloriser ce que j'étais, ce que ma famille était, ce que mon peuple était, parce que j'ai su prendre des distances par rapport à cet environnement. Je remercie mes parents parce qu'ils ont été très vigilants. Et voilà, donc en ayant eu cette expérience, j'ai pris du recul et j'ai voulu passer une expérience à travers ce livre, en disant aux parents qui sont en charge d'élever des enfants noirs et métis, des merveilleux enfants à la peau café ou caramel, que c'était possible de continuer à transmettre la richesse de notre culture, de notre histoire. Et il fallait s'atteler à cette tâche pour que nos enfants puissent construire une identité positive. Mais est-ce que vous avez entendu ce dont on discutait avec Xavier? Est-ce que vous avez envie de rebondir déjà, ou alors vous allez nous expliquer qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a amené à réfléchir à ces questions-là? Qu'est-ce qui vous a fait vous dites que vos parents vous ont protégé, aidé, mais il y a un vécu qui est probablement très personnel, qui vous a amené à ces réflexions-là? Oui, c'est un ensemble de choses, mais c'est vrai que pour moi, le déclencheur a été la publication d'un ouvrage écrit par Hugues Lagrange, qui est sorti en 2010 et qui s'appelait « Le déni des cultures ». Et dans l'ouvrage de cet homme, on retrouvait les mêmes discours très négatifs sur la jeunesse afrodescendante, délinquance, difficultés d'intégration. Il soutenait même que les afrodescendants étaient responsables d'une délinquance plus importante que les arabo-musulmans. Et je me suis octroyé un droit de réponse pour dire à ce monsieur que non, que nos parents ne nous élèvent pas pour faire de nous des délinquants, que quand on est en âge, à notre tour d'élever des enfants, on n'en fait pas des délinquants, mais que c'est la société française qui a un problème avec nous, qui a un problème d'inclusion. Donc ça a été un droit de réponse que je me suis octroyé. D'accord. Donc, à quelle occasion est-ce que vous avez eu connaissance de ce livre, Le déni des cultures, de Monsieur Hugues Lagrange? Parce que on en fait la publicité. C'était dans l'actualité à la radio. D'accord. Et c'est très courant d'entendre toujours des discours très dépréciatifs sur les Noirs, donc avec des statistiques à l'appui. Oui. Donc c'était vraiment très docte et très savant. Mais je considère que ça fait partie des discours qui contribuent à maintenir notre jeunesse dans cette sorte d'ensorcellement dont ils ne peuvent pas sortir parce que inévitablement on leur tend le miroir de délinquants qui ne peuvent pas se sortir de leur situation socio-économique parce qu'ils ne s'intègrent pas alors que la réalité est tout autre. Oui, et la société, bien sûr, comme vous le dites si bien, hypocrite comme elle est, elle dira que c'est dans leur gène que ça se trouve, dans leur ADN, et non pas dans la façon dont les jeunes sont traités. Quand ils sont contrôlés, contrôle aux faciès à longueur de journée, eh bien, un enfant qui est contrôlé une dizaine de fois dans un pays qui est censé être le sien, il se dit à la fin de la journée, mais j'ai un problème, moi. Et lequel est-ce? Eh bien, celui que renvoie, comme disait Xavier tout à l'heure, le regard est très important. Vous avez une société qui vous exclut, premièrement, par le regard qu'elle pose sur vous, et puis tout le reste. Les élèves, nos enfants sont souvent au fond de la classe, ils sont souvent ceux qu'on interroge le moins, ceux qu'on regarde le moins. Il y a énormément d'études qui montrent l'impact du fait de ne pas regarder les enfants quand ils sont dans la salle de classe, de ne pas les interroger, de ne pas les solliciter visuellement, de ne pas les faire exister, de ne pas les rendre visibles. Il y a énormément d'études en psychologie sociale que nous devrions lire au lieu de toujours dire « Ah, l'école va tout faire ». Mais l'école est aussi un lieu d'extinction de la luminosité de nos enfants. Donc il faut être prudent quand vous faites confiance à l'école. Il faut être là, présent et observer l'évolution de votre enfant à mesure qu'il grandit dans ce système-là. Donc c'est très important que vous mettiez l'accent là-dessus. Maintenant, je voulais vous faire un petit reproche. Est-ce que j'ai le droit? Je vous en prie. Alors, vous avez mis « élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs ». Et sur la photo, vous avez 2 enfants métis.
J'ai mon aînée, hein, parce que c'est la photo de mes 3 filles. Ah oui. Et elle est noire. Elle est plus noire que ses sœurs qui sont métisses. Alors, à la limite, on mettrait élever des enfants noirs chez les Blancs. La question du métissage, ou telle que nous la posons là, c'est vrai qu'elle est un peu complexe. Ce que je voulais vous dire, pourquoi est-ce que je dis que c'est est-ce que je peux vous faire une petite critique là-dessus, mais je la fais partout, à tout le monde, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que nous avons pris l'habitude d'évoquer le noir, entre guillemets, comme une entité qui est tellement invisible qu'on n'a pas besoin de la montrer. Donc on montre pas le noir. On dit, on va parler beaucoup de choses, et en fait, quand on prend les revues, c'est Miss Eben, etc., on cherche où est la femme noire qu'on nous a vendue dans le titre. Et on le fait. Donc moi, spontanément, j'ai été interpellée par le fait que l'enfant noir ou métis, et l'enfant noir n'est pas sur la photo, mais comme je vous dis, je reviens du Canada et j'ai demandé la même chose à des jeunes femmes entrepreneurs qui ont fait de très beaux produits capillaires qui respectent le pH du cheveu crépus, qui est un cheveu qui produit moins de sébum, donc qui n'a pas besoin qu'on le traite avec les shampoings des blancs, qui sont des shampoings au pH moins élevé, et qui ont plus d'acide et qui sont alcalins en fait. Et donc elles ont mis en place de très bons produits au pH entre 5 et 6, ce qui est très, très important pour avoir un beau cheveu brillant, crépus, etc. Et elles ont mis sur leur prospectus 3 femmes blanches. Alors je demande pourquoi est-ce que ce produit-là est destiné aux noirs? En quoi? Eh bien, on me dit oui. Eh bien, quand on met des blancs, on met pas de blanc sur les prospectus et qu'on va leur proposer nos produits, ils nous disent « Ah, nous, on traite pas de cette clientèle-là. » Ou bien, quand on ne met pas de blanc sur le prospectus, les noirs disent « Ah, ben c'est pas de bons produits, il n'y a pas des noirs dessus, il n'y a pas de blanc dessus. » À tous les niveaux, nous sommes préparés par le discours, par la posture, à relayer l'invisibilité du noir qui est vraiment à l'œuvre dans la civilisation occidentale. Et la question c'est, voilà qu'on arrive au niveau de produire et donc de reprendre, de rendre visible cette image, ne serait-ce que pour les nôtres. Et on a un système d'argumentaire qui fait que c'est tout naturel de se supprimer, de ne pas se montrer et de ne pas exister. J'attire votre attention sur ça. Je ne parle pas nécessairement de la photo de Madame Zo Kanga, mais de ce que je vois un peu partout et que je souligne, que je fais remonter au niveau de l'analyse pour que les gens se rendent compte. Et on est dans des sortes de posture assez mécanique. On n'a pas remis en cause, on n'a pas réfléchi là-dessus. Donc on ne vient pas là vous culpabiliser, mais attirer votre attention. Le noir connaît très mal son image. Premièrement parce que dans sa civilisation, ce n'est pas forcément une préoccupation centrale, mais deuxièmement parce qu'il s'est habitué à ne se voir nulle part. Donc il va dire à tout moment, ah, Dieu est blanc, c'est pas grave, c'est mon cœur qui porte Dieu. Il va dire, et alors que le blanc envahit le monde, excusez-moi, le mot est un peu violent, mais c'est ce que je vois dans mes télés, dans mes cinémas, voilà. Donc il envahit le monde avec son image et il est interchangeable, c'est-à-dire qu'il peut remplacer n'importe qui à n'importe quel moment. Et le noir dit, ben moi, j'existe pas, on me voit pas, mais c'est pas grave. C'est mon cœur, c'est dans ma tête. Voilà. Je veux juste vous dire que dans le monde de l'image dans lequel vous vivez actuellement, vous ne pouvez pas faire l'impasse de votre image. Si vous prétendez vous restaurer, revenir, revaloriser votre identité, vous aimez montrer vos cheveux et montrer votre corps tel qu'il est, empêcher qu'on ne le violente dans des sphères en le touchant, en le maltraitant ou en vous faisant utiliser des produits qui sont d'une violence inouïe au point de vous rendre chauve par moment ou pas dans certaines circonstances, eh bien, reprenez possession de votre image. J'allais dire comme L'Oréal.
parce que vous le valez bien. D'accord? Donc voilà, un petit aparté. Ça n'a rien à voir avec vous, mais vous me dites que c'est donc l'une d'entre elles est votre fille. Donc vous avez... Les trois sont mes filles. Hein. Les trois. Donc les trois. deux qui sont là sont vos filles. Donc en fait, vous avez utilisé une image de famille pour illustrer la couverture. Oui, parfaitement, voilà. parce que dans mon livre, je tire beaucoup d'exemples, des anecdotes qui sont tirées donc, de l'évolution de mes filles, des questions qu'elles me posent. Donc c'était un espèce de clin d'œil pour les lecteurs, pour que quand ils voient le prénom d'une petite, et ils voient sur la couverture à quoi elle peut ressembler. Mais moi, mes filles, elles ont leur carnation. Et chez les Noirs, il y a des très foncés, il y a des plus mais clairs. c'est justement... Alors, à ce problème-là, s'ajoute un autre problème, c'est que nous avons une manière aussi très, très fusionnelle de parler des deux. Et je pense qu'il est important qu'on souligne qu'un enfant noir n'est pas traité tout à fait comme un enfant métis. Oui, et je le dis tout à fait dans mon livre. Donc, voilà, je suis très contente que vous soyez honnête à ce niveau-là, parce que j'ai vu que le noir est interchangeable, c'est-à-dire on ne le voit pas, mais on parle de lui, et c'est le métis qui le représente. Sociologiquement, morphologiquement, tout ce que vous voulez, à tous les niveaux, il bénéficie d'un régime de faveur dont l'enfant noir, négroïde, comme on le dit là, ne bénéficie pas. Donc il faut que nous traitions chacune de ces problématiques-là de manière honnête, entière, et que nous donnions à l'enfant noir la chance de dire voilà les difficultés que je vis en particulier, et non pas toujours le faire fusionner avec d'autres réalités qui sont... L'enfant métis a des échos de certaines problématiques, mais il n'a pas l'entièreté des problématiques de l'enfant noir. Donc là encore, on n'est pas dans des petites querelles de chiffonniers, mais de par ma profession, je suis dans le devoir de vous dire que, comment on dit ça, chien pas qu'à fait chat ou je sais pas quoi, là. On a un tas d'expressions dans nos proverbes pour dire ces choses-là. Donc allons les prendre comme des vraies problématiques à traiter. Donc maintenant, on va écouter Madame Dzokanga nous dire un petit peu quel type de problème avaient les enfants, puisque vous avez, donc j'ai vu un peu votre site, si vous voulez en savoir un peu plus, elle vous le dira. Elle a un site qui s'appelle donc annickdzokanga.com, c'est ça? C'est tout à fait tout ça. Collé, tout collé. Et donc là, elle explique un certain nombre de choses. Il y a la photo de la couverture du livre. Et puis, vous pouvez aussi acheter le livre sur ce site-là. D'accord? Donc tout ça, c'est dit. Maintenant, vous avez eu envie d'expliquer pourquoi vous avez écrit ce livre-là. Voilà. Juliette, je voulais juste me permettre de rebondir un peu sur cet échange qu'on a eu sur la question du métissage. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est un livre dans lequel j'ai fait preuve de beaucoup de franchise. Il n'y a pas de sujet que je n'ai pas abordé. Xavier a été l'un de mes premiers lecteurs, parce que quand il a découvert les petites vidéos WhatsApp que j'avais faites sur de présentation de mon livre, il avait été touché. Donc, quand l'enfant est né, il ne sait pas qu'il est noir, blanc ou métis. Absolument. C'est le regard du parent. Et dans mon livre, je fais des analyses sur la posture de certains parents vis-à-vis de leurs enfants métis, à les négrifier à outrance, et la posture inverse qui tend à les survaloriser comme étant enfants blancs, etc. Donc c'est deux travers que j'ai analysés, et que je critique, parce que l'enfant métis, il est ni noir ni blanc, il est noir et blanc. Donc moi, ces questions identitaires, je les prends avec beaucoup de sérénité, parce que j'ai les deux à la maison. Donc j'essaie d'accompagner mes filles pour qu'elles se sentent bien dans leur incarnation, et qu'elles n'aient pas de problème par rapport à ça. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ces échanges que nous avions eus. D'accord. Alors pourquoi avoir écrit ce livre? Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que... Alors, en dehors, vous avez expliqué déjà oui. la problématique du déni des cultures de M. Hugues Lagrange. Oui. C'est ça. Et aussi parce que je pense que les afrodescendants subissent une injustice très importante dans les sociétés occidentales dans lesquelles ils grandissent. Et cette injustice, elle a deux volets. Le dénigrement de l'homme noir et de son identité, de son histoire.
l'histoire du monde a été javélisée et la contribution du noir à l'humanité a été cachée. D'autre part, l'enfant afrodescendant est présenté comme un profiteur du système occidental. Il vient dans les écoles, il bénéficie d'allocations familiales et tout ce qu'on peut imaginer comme bénéfice, alors que la réalité est autre. Les afrodescendants sont issus d'une civilisation qui est très riche. Les Africains sont très riches. Nous sommes très riches en matières premières. Et c'est plus la France et l'Occident qui bénéficient de son interaction avec nous que le contraire. Donc moi, dans ce livre... Contrairement à ce qu'elle dit, oui. Contrairement à ce qui est dit. Et de la même façon qu'ici, à la Martinique, on ne peut absolument pas dénier le profit que les Occidentaux ont tiré de l'exploitation des esclaves. Ce serait malhonnête. C'est malhonnête de le faire et pourtant c'est ce qui est fait. Et donc nos enfants grandissent dans cet environnement en ayant un peu la tête baissée comme si c'était des profiteurs, alors que moi, ma volonté, c'est de leur relever la tête. Vous n'avez pas à avoir honte de votre situation parce que l'Europe, à l'époque où les relations étaient autres, est venue se former en Afrique. On sait que les Grecs sont partis en Égypte pour acquérir la science des Égyptiens. On sait que l'Afrique contribue beaucoup dans la civilisation, a contribué dans la civilisation humaine. Ouais. Et actuellement, la France bénéficie beaucoup plus de ses relations avec l'Afrique que le contraire. Donc non, vous n'êtes pas des profiteurs du système. Donc moi, je veux que... Alors pourquoi nous venons ici, d'ailleurs? Pourquoi nous allons en France? Parce qu'on ne vient pas de nulle part. Qu'est-ce qui nous pousse à quitter l'Afrique pour aller s'installer en Europe? Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, mon père, il n'a pas choisi de... Même la question du métis, ça m'intéresse beaucoup, moi. Mon père n'a pas choisi d'aller s'installer en France parce qu'il n'y avait nulle part où aller, ou plus simplement parce qu'il s'est avili dans un acte honteux, alors entaché, déshonoré. Il a dû fuir son horizon culturel, c'est-à-dire abandonner sa famille, ses rites et traditions, ses mœurs et coutumes, ses spécialités culinaires, son humour, son climat, bref, tout ce qui fait de lui ce qu'il est, pour venir en France. C'est pas comme ça s'est passé. Ce sont les vicissitudes de notre histoire qui charrient encore les saignées de plaies séculaires causées par les voix au visage de limiers que sont les Européens, qui nous poussent à nous égarer dans leurs griffes. Nous, on n'a pas... Moi, mon père, j'ai souvent entendu dire régulièrement, il disait « j'ai envie de rentrer chez moi ». Parce qu'il n'est pas heureux en France. Il est allé en France par dépit, parce qu'il fallait qu'il nourrisse sa famille, etc. Mais c'est pas un choix, une envie d'aller vers le bonheur ou. Ça veut dire que l'Europe est beaucoup présentée, surtout la France, comme un Eldorado. Comme un Eldorado aussi. Et on ne comprend pas pourquoi le mythe n'est pas encore éteint. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé à autre chose? Parce que tous les jours, on vous apprend que des centaines surtout les Africains subsahariens, meurent à la porte de la Méditerranée. Là, on se demande comment c'est possible, après avoir traversé l'Atlantique, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on dirait que ils ne se corrigent pas, ou ils ne réalisent pas que ce rêve-là n'est plus d'actualité, que l'Europe a eu peut-être une époque ou son apogée où les gens croyaient vraiment qu'on y trouvait des conditions de vie mieux supportables que celles qui étaient pour ceux qui sont dans la précarité dans leur pays, que ça valait le coup de quitter son pays, souvent d'ailleurs pour un certain temps. Il pourrait revenir. Et il se trouve qu'aujourd'hui, toute la diaspora noire est coincée dans des pays où on la tient à la marge, où on la méprise, où ses enfants ont beaucoup de mal à réussir, où elle est l'une des populations les plus précaires, qui vit dans la plus grande précarité. Et on ne comprend pas pourquoi, c'est vrai, il n'y a pas un moteur qui se met en marche, qui se déclenche pour dire oui, mais on ne peut pas continuer à accepter ça. Donc il y a un mythe qui a joué très fort, qui continue peut-être à jouer, mais je pense que de l'Afrique ou de nos régions, on incite les gens à partir. Parce que j'ai entendu ce discours à la Martinique qui dit sur des médias très officiels, il n'y aura pas de place pour tout le monde ici,
partez, il faut penser à partir. Et quand vous envisagez, vous avez un projet de carrière, pensez que vous n'aurez pas nécessairement ni le salaire, ni la place ici parce que si, parce que ça. Et après, quand vous remettez ça, vous renvoyez ça aux gens, ils vont vous dire « Ah non, non, j'ai jamais dit ça ». Et pourtant, on s'étonne aujourd'hui que 4000 jeunes quittent la Martinique, que nous soyons la population la plus vieille, que si, que ça. Mais tout un ensemble toute une dynamique produit ce réflexe de quitter leur région. Donc voilà. Oui, oui, tout à fait. Je voulais aussi rebondir sur ce que Xavier a dit. Effectivement, la majorité des populations afrodescendantes qui vont en métropole ne le font pas par gaieté de cœur. On sait très bien qu'il y a des mécanismes qui contribuent à bloquer le développement de l'Afrique. La France-Afrique, le CFA, l'ingérence politique. Le manque de leadership. Et puis l'échange très inégal. On achète la matière première pour 2 francs 3 sous. Voilà, donc, quand on l'achète d'ailleurs. Tout à fait. Quand on l'achète, oui, en effet. Voilà, donc c'est toute cette réalité que les enfants ont à gérer. Et puis il y a la barrière de la langue. Parce que au moins 85% de la population n'est pas au courant de la vie politique, économique, et encore moins, elle n'a pas accès à l'histoire, donc les gens ne savent pas ce qui se passe. Parfaitement. Donc du coup, nos enfants, quand ils grandissent en métropole, en fait, ils apparaissent comme des profiteurs d'un système, alors qu'en fait, c'est le système qui profite d'eux, et il produit une espèce de renversement accusatoire en leur disant « Vous êtes ici, vous venez profiter de nos services sociaux, vous venez occuper nos emplois. » Et puis vous faites beaucoup d'enfants. Voilà, vous faites beaucoup d'enfants. Il y a une enquête qui a été faite par un sociologue qui révèle que c'est plutôt les Français qui profitent du système social et non pas les étrangers. Oui, parfaitement. Parce que c'est vrai que si on demandait réellement les statistiques, les gens seraient très étonnés pour savoir qui sont réellement les bénéficiaires. Mais c'est pour ça qu'on ne veut pas de statistiques, soi-disant. On n'en fait pas parce que pas ethnique, pas ci, pas ça. Mais pour nous, on contrôle tout, il y a des chiffres. Et pour les autres, même ici, on n'a pas de statistiques sur les Français de France qui viennent, qui sont installés en très grand nombre dans ces régions-là. Bon, ce que je voulais vous demander, c'est vous avez donc vous avez une approche qui est d'abord, on va dire, macro, et qui situe l'enfant et ses difficultés dans un contexte géopolitique, géographique, civilisationnel. Et donc cet enfant-là va se retrouver donc au contact de blancs dans les écoles avec des enseignants blancs. Bon, ceci dit, ici, chez nous aussi, la configuration est à peu près la même. Dans nos petites écoles, à la maternelle, dans les crèches, etc., on a beaucoup d'enseignants blancs et cela a une importance sur la façon dont l'enfant va nouer ses premiers contacts avec l'environnement, avec la langue, avec les odeurs, le ressenti, enfin, énormément de choses qu'on a voulu protéger, mais que malheureusement, dans la situation dominée dans laquelle nous sommes, nous n'arrivons pas à dire que nous voudrions par qui seront élevés nos enfants, etc. Bon, bref. Vous parlez alors, chers amis, je vais vous dire une chose. J'ai découvert Annick hier soir dans une conférence et je n'ai pas encore lu son livre. J'ai survolé ce qu'il y a sur son site. C'est pour ça que je vous dis d'y aller parce que on découvre notamment les avis des lecteurs. Vous avez déjà beaucoup de lecteurs. C'est très sérieux, très intéressant. Et voilà, il y a ce que j'ai posé tout à l'heure comme distance, l'enfant métis, l'enfant noir, etc. Ça ne doit pas faire forcément des différences, mais on essaye d'aller vers de plus en plus une connaissance de plus en plus fine de ces problématiques. Ces enfants-là sont confrontés donc d'abord à une disqualification de leur culture dans un milieu où, comme vous le dites si bien, on leur donne le sentiment qu'ils sont des mendiants de la République. Et dans les écoles, ils sont confrontés à une forme de racisme, soit déclaré, soit larvé. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus? Oui, parfaitement, parce qu'effectivement, pour l'avoir vécu, l'école française fabrique des petits Français. L'école française valorise son système, son histoire, sa culture. Et l'enfant noir qui reçoit cette culture a tendance à mépriser son histoire et sa culture. Parce que le système français ne se construit pas dans
la coopération. Le système éducatif français ne réalise pas qu'il a le monde dans ses classes. Ça, c'est vraiment un aveuglement qui persiste, et malgré toutes les études qui ont pu être faites et qui auraient pu appeler l'attention des grands Manitou du système éducatif pour changer un certain nombre de choses, ils ne veulent pas le faire. On sait que les enfants noirs ont l'objet d'une notation beaucoup plus sévère. Les enseignants sont moins patients avec eux. Donc tout ça, c'est des réalités. Il y a des articles de journaux que je cite dans mon livre qui montrent que c'est pas une vue de l'esprit. Je n'invente absolument pas. Un enfant noir qui est très intelligent, qui est très enthousiaste et qui lève beaucoup la main pour poser la question, peut irriter son enseignant. Parce que on a des enseignants qui, à cause de l'histoire compliquée de nos deux peuples, n'arrivent pas à comprendre que l'intelligence puisse aussi être incarnée par un enfant noir. Donc quand on a des enfants qui sont très brillants, les envoyer dans ce genre d'école, enfin, je ne dis pas ne pas les envoyer, mais le fait pour eux d'être dans ce système éducatif peut être un frein à leur épanouissement et à leur intelligence. Et c'est pour ça que les parents doivent être très vigilants, comme Juliette le disait tout à l'heure, en étant très très présents dans le milieu scolaire, en allant interpeller les enseignants et dire les problématiques que les enfants peuvent rencontrer, en interrogeant ces enfants à la sortie de la classe pour avoir un dialogue permanent, comment les choses se passent, quel est ton ressenti, etc. Et quand on a ce dialogue avec son enfant, on arrive à avoir des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer. Au cours des nombreuses rencontres que j'ai pu faire à l'occasion de ce livre, j'ai un parent qui m'a appris que subitement son fils était totalement désinvesti en mathématiques. Et c'est seulement quelques semaines plus tard qu'il a appris que son professeur avait tenu des propos très désobligeants sur sa capacité à réussir en mathématiques. Donc voilà la réalité dans laquelle nos enfants grandissent. Alors, merci de souligner tout ça, mais j'aimerais vous dire que c'est beaucoup plus général que ça. Je vous ai dit tout à l'heure que je revenais du Canada et j'ai une mère qui m'a raconté une histoire exactement comme celle-là, d'un fils très brillant, tellement brillant qu'il était vraiment dérangeant pour les enseignants blancs d'accepter l'idée ou de le voir si brillant dans son élément, son corps, sa beauté, son intelligence, etc. Et le travail qui a été mené contre lui a été un travail de sape au point de l'éteindre, de la mener à devenir une espèce de pâle figure de lui-même. Et une autre mère me racontait comment, à force de coups portés à son enfant, on a fini par effectivement le transformer totalement au point qu'elle toute sa spontanéité a été dite. Beaucoup d'enfants. Et à côté de cet enfant brillant, on a placé un enfant blanc qui est un cancre. Et cet enfant cancre perturbait de manière incroyable, absolue et totale, l'enfant donc brillant, noir, et parce que ce sont des stratégies qui sont mises en place, même si vous allez dire oui, qu'on va chercher, là c'est pas très net, mais c'est justement parce qu'on va pas assez, nous les parents, tous les parents, regardez ici, les parents blancs, ils sont tout le temps sur le dos des enseignants pour dire quoi, vous avez dit ça à mon enfant, vous avez fait ça, et nous on confie l'enfant à l'école, comme si nous-mêmes on avait apporté quelque chose à la construction de cette école. Non, il faut surveiller votre enfant. On vous l'éteint. Et je peux vous dire que je tourne et les parents me racontent les mêmes histoires. Donc ils ne sont pas à ce point-là obnubilés par l'idée que oui, il faut discréditer le corps enseignant blanc. C'est que c'est cela qu'ils vivent et que leurs enfants vivent. Donc il faut faire attention et voir aussi si on peut changer quand même ces pratiques-là. Mais quand vous dites qu'il faut les changer, ça signifie que le corps enseignant accepte de reconnaître. Or, vous êtes dans un monde dominant qui va vous dire, mais ma petite dame, vous êtes en train de délirer. Et puis, quel directeur, quel principal, quel etc. viendra vous dire, ah oui, vous avez bien raison, je vais tirer l'oreille de... Non, au contraire, on va vous coller, vous casser, et l'enfant va en prendre pour son grade encore plus. Donc il y a une réalité, c'est très bien de le souligner. Donc le racisme à l'école, quand vous dites que l'enfant n'est pas révélé, n'est pas regardé, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ils sont les moins regardés, et forcément l'échec est une construction. Donc on le sait.
Ce sont des stratégies. Maintenant, vous parlez aussi donc il y a tout ce que vous allez découvrir par vous-même dans l'ouvrage. Il faut aller à la lecture directe. Vous parlez le fait que donc l'enfant ne se retrouve pas du tout dans l'école. Vous disiez que l'école française fabrique des petits Français. Donc vous êtes dans la dynamique de l'assimilation, mais comme je vous disais, vous retrouvez ce phénomène aussi dans d'autres régions du monde où les Noirs sont dans les écoles des Blancs. On est bien d'accord avec ça. Donc c'est quelque chose, une forme de racisme qui est assez générale, puisque... alors comment vos enfants, ou les enfants dont vous parlez, viennent témoigner de cette difficulté qu'ils ont à être regardés comme des enfants normaux, entre guillemets? Parce que les enfants, quand on a l'habitude de leur parler avec sincérité de ces problèmes-là, les enfants s'ouvrent. Et nous-mêmes qui avons grandi dans le système éducatif eurocentriste, on connaît ces choses-là. Donc déjà, le fait d'en parler aux enfants et leur dire « moi aussi j'ai rencontré ça, mais j'ai pu surmonter ces difficultés, viens m'en parler », ça permet de changer les choses. Et si c'est vrai que l'institution scolaire va faire front commun pour empêcher toutes ces revendications légitimes des parents pour plus de considération, il ne faut pas pour autant s'empêcher de le faire. Il faut y aller parce que de toute façon, quand l'enseignant voit que les parents sont derrière, quand l'enseignant est interpellé, il est forcément amené à se remettre en question. Sur ses gardes aussi. Il est beaucoup plus sur ses gardes parce qu'il sait que derrière les parents sont vigilants. Et puis quelque part, on lui montre le reflet pas très joli de ce qu'il est. Oui. Et il est humain et il a une conscience et ça peut quand même l'amener à changer un peu. Donc de toute façon, quelle que soit l'animosité qu'on peut rencontrer quand on va évoquer ces problématiques-là, de toute façon, il faut y aller, parce que ça change les choses. Ça change les choses. Donc, conclusion, ne laissez pas vos enfants entre les mains de gens qui peut-être ne leur veulent pas du bien. C'est important, même quand vous n'avez pas beaucoup de temps. De temps en temps, allez jeter un coup d'œil. Allez aux réunions des parents d'élèves. Beaucoup d'entre vous ne se préoccupent pas de ça. L'enfant est à l'école comme dans une garderie ou je ne sais quoi, et puis advienne que pourra. Mais non, au lieu d'aller chez le coiffeur parfois, ou bien ça ne vous empêche pas de le faire, mais enfin, l'enfant doit être prioritaire parce qu'il est dans un monde, entre les mains d'un monde qui parfois, comme je l'ai déjà dit, ne lui veut pas du bien. Et ça, que vous le vouliez ou non. C'est ça la réalité. Alors, donc vous avez donc abordé dans tout le premier chapitre, c'est un état des lieux, l'école afrocentrée. Non. Vous posez la question, est-ce que l'école afrocentrée serait la solution ? C'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, parce qu'effectivement, quand on pose le constat donc de cette discrimination larvée dans le système eurocentriste, la question est de savoir si il faut envisager des solutions alternatives et monter des écoles afrocentriques pour accueillir nos enfants. Donc, je donne un certain nombre d'arguments. J'explique que c'est une expérience qui a été tentée au Canada et une expérience qui a donné des résultats très positifs. Alors, est-ce qu'on peut le transposer en métropole où nous sommes minoritaires, dans le contexte de crispation... En France, oui. Dans le contexte de crispation communautaire qu'on connaît, de racisme décomplexé. Est-ce que nos enfants ne risquent pas d'être les proies de toutes sortes d'extrémistes? Donc ça, c'est une question sérieuse qu'on peut se poser. En revanche, dans une société martiniquaise ou guadeloupéenne, je ne vois pas pourquoi ces questions-là ne peuvent pas se poser. Il va falloir, il y a un moment, envisager une coloration culturelle de l'école pour favoriser l'appropriation. Parce que l'école eurocentrique dit à nos petits-enfants noirs et métis que pour être beau, intelligent et bien, il faut être blanc. Oui. C'est ça que le discours... C'est le discours de les médias aussi, la télé, la publicité. Et ça, c'est problématique. Bien sûr. Nos enfants sont inhibés et sont en danger. Ils sont à risque de créer des complexes d'infériorité. Et c'est ça la problématique. Et à partir du moment où on arrive à mettre ça dans la tête d'un petit enfant, tout son temps va être consacré à tourner ces questions dans sa tête et à ne pas être concentré sur l'acquisition des connaissances qui sont en train de lui être délivrées à l'école. Donc c'est un travail de sape qui commence très tôt pour qu'à la fin, sorti du système scolaire,
l'enfant ne se soit pas positionné ou orienté vers les formations d'élite parce qu'il a douté de lui dès le départ. De la même façon, j'en parle et je rebondis sur les échanges qu'on a eus sur les cheveux. Nos petites filles sont en souffrance à l'école. Nos petites filles sont en souffrance dans les sociétés occidentales. Mais ce que j'allais vous dire, donc dans la première partie, vous parlez de souffrance plutôt d'ordre moral, c'est-à-dire qu'on doute a priori des capacités, des compétences de l'enfant en termes d'intelligence, etc. Et donc ça, c'est vraiment une dimension de l'être qui est presque insaisissable, mais on voit à l'œuvre le dénigrement, les préjugés et le fait qu'on va s'appliquer à inculquer à l'enfant l'idée qu'il ne vaut rien parce qu'il est noir. Mais vous allez plus avant dans une description qui est même vraiment de son morphotype. Son morphotype, son cheveu, son corps sont aussi l'objet d'atteinte. Donc l'enfant est totalement sous emprise et déconstruit. Alors ce morphotype, c'est-à-dire cheveux, donc les enfants en souffrent aussi, ils viennent en parler. Oui, tout à fait, ils viennent en parler. Et c'est pour ça que, dans mon livre, effectivement, j'ai commencé par faire un état des lieux du système eurocentrique et donc de la vie en France. Mais j'ai aussi appelé l'attention des parents sur nos propres failles identitaires et les préjugés que nous avons encore et que nous transmettons à nos enfants. Et je donne des conseils pratiques. Déjà, j'invite les parents à l'introspection. C'est un exercice qui peut être douloureux, mais on ne peut pas espérer soutenir la construction raciale positive de nos enfants si nous-mêmes, déjà, nous conservons des blessures que nous n'avons pas guéries. Donc, il va falloir s'examiner, savoir... Ça peut être si soi-même on ne s'aime pas, voilà, on ne peut pas aider son enfant à s'aimer. À s'aimer. C'est ça. Donc, voilà. Donc, quand on a accepté de faire ce travail et commencer... la cicatrisation, parce que c'est quelque chose de douloureux. L'inculcation de la détestation de soi, c'est quelque chose de douloureux, et on peut refuser de le voir, mais à un moment, et puis c'est un processus, c'est insinueux, voilà, ça se voit pas du premier coup, c'est tout un processus, et c'est extrêmement délétère, parce qu'une fois que c'est en place, on a du mal à l'enlever. Parfaitement. De combattre, oui. Donc voilà, donc si nous déjà on accepte de faire ce travail-là, on peut aider activement nos enfants. Parce que en dépit de ce contexte que j'ai expliqué, il y a de l'espoir. Parce que nous n'avons pas à rougir. Quand on connaît notre histoire, quand on connaît notre valeur, on n'a absolument pas à avoir honte. Nous, on ne rougit pas. C'est la base. Non, on ne rougit pas. On ne rougit pas, c'est vrai. Voilà. On dit plutôt que les peaux noires deviennent plus pâles. Donc, voilà. Ensuite, oui. Donc, on n'a pas démérité sur l'histoire de l'humanité. Et il faut s'approprier notre histoire, nos valeurs, et pour pouvoir les transmettre très positivement à nos enfants. Et je donne des conseils très pratiques pour le soin des enfants tout petits, quand on les baigne, les compliments qu'on peut leur donner pour les inscrire dans leur corporalité de manière positive. Et moi, j'explique dans mon livre que la construction identitaire positive, elle est permise quand l'enfant vit dans un environnement où les gens lui ressemblent et qu'il a une expérience positive par rapport aux gens qui lui ressemblent, parce qu'il lui donne de l'amour, il le valorise, etc. Moi, j'ai grandi en Afrique jusqu'à l'âge de mes 7 ans, et donc c'est pendant les premières années qu'on... Ah oui, que ça se construit jusqu'à l'âge de 6 ans. Oui, voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai eu une expérience très positive. Moi, je suis noire de jet. J'ai toujours eu des discours très flatteurs sur le teint de ma peau. Donc c'est des choses qui se sont gravées en moi. Et après, même si en venant en métropole, j'ai eu des discours très dépréciatifs, etc., j'ai jamais éprouvé le besoin d'éclaircir ma peau parce que vous n'étiez pas abîmée dès l'enfance. Voilà, c'est ça. Alors, vous écrivez d'ailleurs, en remerciement à mes doux parents, Adolphe et Clémentine, pour m'avoir aidé à construire une identité sereine. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on fait. Alors, pour ceux qui connaissent la poupée d'Isis, eh bien, c'est le travail que j'ai fait. D'abord, pour que l'objet identitaire que constitue la poupée soit un objet de projection positive et que dans l'environnement d'Isis notamment, elle a des parents qui l'aiment, qui la valorisent
et qui la laisse s'épanouir sans se comparer à d'autres qui seraient des modèles de beauté, comme on parle de modèles de vertu, parce que leur peau est plus claire accidentellement ou leurs cheveux moins crépus accidentellement, puisque vous n'y êtes pour rien après tout. J'ai demandé à ceux qui faisaient de leur corps et de leurs cheveux un tas de cas. Vous y êtes pour quelque chose, vous? Vous êtes entré dans votre ADN, vous avez fait des petites compositions, vous avez joué dans des éprouvettes, vous en savez quelque chose? Donc pourquoi est-ce qu'on s'en prend à ceux qui, comme nous, sont construits aussi par l'effet de la nature, du hasard? Moi, je ne comprends pas cette manière qu'on a ou qu'ont eu les Blancs de dire je suis le plus beau, le plus grand. Je me dis que quand on est dans cette dynamique-là, on a un problème. Comment dire qu'on est plus grand, plus beau, plus fort, que son cheveu est le beau, le bon? Mais écoutez, chacun dans sa petite cuisine domestique fait ses affaires, ses critères de beauté. C'est quoi cette histoire-là? Donc, une forme d'esclavage qui nous bouffe la vue, l'ouïe, l'odorat, tout ce que vous voulez, et qui nous empêche de traiter nos problèmes. Parce que nos peuples sont ceux qui sont au bas de l'échelle. Alors que Annick vous disait que ce sont ces peuples-là qui ont construit la civilisation, qui ont les richesses chez eux et qui sont très riches de tout ça. Donc, allons voir où ça dysfonctionne et pourquoi. Quel rôle jouons-nous là-dedans? Vous parlez de manière aussi, enfin vous le mentionnez, parce que je suis en train de suivre le sommaire de votre ouvrage. Je vous ai dit que j'ai connu Annick et qu'elle va s'en aller bientôt. J'ai connu hier, donc j'ai voulu qu'on l'ait dans l'émission, au moins que vous soyez au courant de l'existence de ce livre-là, puisqu'elle aborde beaucoup d'aspects sur lesquels nous sommes en débat actuellement. Vous parlez de l'homme blanc avec la femme noire ou de la femme blanche avec le feu. Qu'est-ce qui vous est... quelle expérience vous a paru intéressante à raconter? Oui, alors effectivement, moi j'ai été interpellée parce qu'effectivement les gens se disent les couples mixtes, les gens s'aiment, donc forcément il n'y a pas ces problèmes de race, c'est impossible. Oui. Mais bon, quand on creuse un peu d'expériences directes ou indirectes, on se rend compte que les choses ne sont pas très claires par rapport à ces questions-là. Moi je questionne, est-ce que les hommes blancs aiment les cheveux crépus de leurs femmes? Ça fait partie d'une analyse que j'ai faite dans mon livre. Est-ce que la femme blanche respecte l'autorité de son homme noir? Est-ce qu'elle le laisse être père et transmetteur de culture et de valeurs à son fils? Donc ça, ce sont des questions qui sont d'une actualité criante. Alors quand le couple va bien, ça va, on met un petit couvercle, mais quand le couple explose, là, tout est révélé. Tous les préjugés ressortent. Mais quand il va bien, d'ailleurs, dans des situations, même entre deux personnes d'une même culture, il y a déjà des difficultés. Mais quand il va bien dans le couple mixte, c'est souvent parce que le partenaire du groupe dominé se tait, a fait tous les compromis qui permettaient aux partenaires dominants de la société dominante d'être roi, j'allais dire, dans le couple, ou d'être l'autorité, etc., la personne, le pilier autour de laquelle tout se passe, quoi. Donc, ça va bien, ça va pas bien, je veux dire, on s'écrase. C'est comme dans un couple simple, si la femme n'accepte pas de la fermer, qu'elle demande, qu'elle réclame parité, autorité, il y a des chances pour que ça aille. Alors, dans un couple avec des cultures différentes, mais j'entends très bien ce que vous dites du père noir. Est-ce que la femme blanche le laisse exercer son autorité de père et de transmetteur de culture? Parce que ce qu'on observe, c'est que très souvent, les enfants métis qui ont une mère blanche sont totalement des enfants du groupe dominant. On a l'impression que le partenaire dominé a été éliminé, mais on ne sait pas comment ça s'est fait. Et donc, on va entendre des enfants même traiter leur père de sale nègre, ou bien des choses assez horribles, parce que contrairement à ce qu'on pense, le couple qui est une sorte de machin mythique auquel, soi-disant, qui est censé, où les membres sont censés être soudés par l'amour, cet amour que j'interroge au quotidien d'ailleurs, je demande aux gens ce que c'est. Est-ce que vous savez que dans toutes les civilisations traditionnelles, les histoires d'amour là, c'était pas ça, sur cette base-là que les gens, qu'on a été en Afrique, en Océanie, en Inde, jamais on s'est marié
par cette histoire. C'est une fantaisie de l'Occident qui vous a révélé que oui, c'est l'amour. Alors aujourd'hui, tous les nôtres viennent avec dans des couples dépareillés, effectivement, et disent c'est l'amour qui nous a réunis. Et je dis oui, c'est une sorte de maladie qui ne touche que les nôtres. Parce que les autres savent se protéger de ces maladies-là. Mais enfin bon, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. C'est ce que j'ai entendu dire. Mais Xavier, qu'est-ce que vous voudriez dire sur ce débat? Est-ce qu'il n'est pas intéressant? Il n'est pas au cœur de nos actualités? Si, son travail, on se rejoint un peu. Et la question du métis, moi, par exemple, ça m'intéresse parce que moi, mon père est noir, ma mère est blanche. Il est béninois. Il est béninois. Et donc, on me définit comme métis, mais moi, je ne me définis pas comme métis. Moi, je ne vois pas comme métis. Moi, je me vois comme africain à un point, c'est tout. Ouais. Donc, moi, je me suis posé des questions sur le métis. Et je me suis intéressé, par exemple, à l'étymologie du mot. Métis, je crois que ça vient de mixtissus, et mixus, qui veut dire mêler, mélanger. Et je connais personne sur cette terre qui soit pas issu d'un mélange. Exactement. Donc ça veut dire que la femme qui habite dans cette rue rencontre un homme qui habite dans cette rue. S'ils s'unissent, ils ont des enfants, qu'ils soient tous les deux noirs ou blancs, ou noir et un blanc, les enfants sont des métis. Donc la question des métis, c'est des histoires. Et on fait d'un phénomène tout à fait normal, une rencontre, on cristallise la question sur la peau et on en fait une alchimie complexe. Et une question raciale. Et une question raciale, oui. Mais au lieu de parler des cultures, donc on met les races à la place de la culture. Ouais. Ceci dit, aux États-Unis, vous avez des gens qui se rencontrent, qui appartiennent à des groupes différents et qui ne se définissent pas comme métis. Donc ça dépend là encore des civilisations. Et la question du métissage est venue du fait qu'on a considéré que l'homme noir était un animal et quand il rencontrait le blanc, qu'il faisait des espèces de mulâtres qui étaient des mulets, c'est-à-dire des individus stériles. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, on aurait pu écouter Jean-Luc Divial, il nous parlait hier de l'origine égyptienne de notre langue, c'est celle qu'on appelle la langue créole, mais que nous proposons d'appeler autrement. Voilà. Alors, donc, on est dans ces configurations-là. Donc, toutes ces problématiques rejaillissent sur l'enfant quand on est dans un couple comme ça. L'enfant, en dehors de ce que Xavier dit, vous avez vécu des scènes comme ça qui vous ont fait vous interroger sur vos parents, le type de lien qu'ils avaient? Le type de lien, non, pas vraiment. Ça, c'est arrivé plus tard. Mais plutôt au niveau de la scolarité. Le fait qu'on t'exclut, on te met au fond de la classe, ou on t'interroge pas. Et on considère tout de suite que forcément, t'es pas intelligent et que c'est pas la peine qu'on s'occupe de toi. Oui, ça moi, j'ai vécu. Oui. Donc, une machine à produire de l'échec scolaire. Et malgré tous nos efforts ici, nous avons maintenant 1500 à 2000 enfants chaque année qui quittent le système scolaire. Et puis, moi, je sais que quand je vais au Bénin, par exemple, les gens me définissent comme métisse avant de me rencontrer. Oui, comme Toubab. Ouais. Non, plutôt comme métisse. Au Sénégal, on est appelé Toubab. Ouais. Et quand ils m'écoutent, quand on discute, ils finissent par se dire mais il est pas métisse, son discours n'est pas métisse, donc il y a... C'est un faux problème, le métissage. Non, c'est le fait que ça soit sur l'apparence qu'on se base pour définir la culture à laquelle on appartient. Oui, parce et ça, c'est une erreur. Breton qui se marie avec une Basque, ça se pose pas, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est une manière d'avoir racialisé le lien entre deux personnes d'origine différente. Sur la couleur. Non, mais ça, c'est tout à fait... Attention. Mais, pardon. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que Xavier disait. Quand tu dis que c'est un faux problème, moi je suis pas tout à fait d'accord. Parce que c'est vrai que de nos rencontres, des enfants métis ont surgi. Mais dans le contexte de dévalorisation de l'homme noir, le métis a été survalorisé. La peau claire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas le même statut. Voilà. Donc du coup, par exemple, je sais qu'ici aux Antilles, vous avez cette expression peau sauvée. La peau sauvée. La peau sauvée, qui fait référence aux gens qui ont la peau claire. Donc forcément, les enfants métis se rendent compte qu'ils sont survalorisés par rapport aux noirs. Et c'est dérangeant même. Et
petits, ils ont tendance à jouer de cet avantage, mais c'est aussi un danger pour eux parce qu'un jour, il y aura quelqu'un qui leur mettra la noirceur en pleine figure. Absolument. Voilà. Et c'est pour ça que les parents doivent être très vigilants pour permettre à ces enfants de grandir dans l'acceptation égale de leurs deux Non, de identités. ne pas se raciser. Ouais. Ce que nous disons, ne pas s'essentialiser, mais d'abord être des êtres de culture. Je suis élevée par une famille africaine, martiniquaise ou guadeloupéenne, c'est ce que je suis. Maintenant, il y a des parents qui prennent des enfants de partout comme si... enfin, ça, c'est aussi des inventions des Occidentaux, parce que les Africains adoptaient ou bien avaient des familles très élargies, mais dans un cadre culturel, vous pouvez... Moi, je suis allée, je ne sais plus dans quel pays, et j'ai vu deux Belges qui revenaient avec un petit Haïtien, je crois. J'allais presque dire dans leur valise pour être plus méchante, mais j'ai regardé cet enfant-là, on lui montrait l'avion, on lui expliquait tout le génie de l'Occident, et le petit garçon quittait son pays Haïti pour aller vivre avec deux étrangers qui allaient faire de lui, effectivement. Et je connais la communauté haïtienne où les enfants adoptés de Suisse, mais c'est une mare de problèmes, de suicides, de gens qui sont pétés parce que culturellement, les gamins ne sont pas acceptés. Même si les parents leur disent « Oui, j'ai de l'affection à te donner, je déborde d'affection. » Non seulement ça ne suffit pas, mais quand l'enfant commence à devenir un adulte noir, eh bien, il est cassé. Il y en a un qui a ramené une fille noire à ses parents blancs. Eh bien, il a pris la porte tout de suite. On lui a dit non. Et alors que le jeune homme est noir. Mais c'est vous dire, qu'est-ce que les parents blancs qui adoptent aussi des enfants noirs, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là? Qu'est-ce qu'il faut interroger? Ou qu'est-ce qu'on nous empêche d'interroger au nom du fait que ça serait des sujets tabous? Mais vu que le monde, la mondialisation est plus, et que chaque personne aujourd'hui dans sa famille a des gens de composites, des couples composites, ben, il faut interroger ces phénomènes-là. Autrement, on continue à détruire la descendance, et puis les couples aussi se tapent dessus parce que rien n'est expliqué, rien n'est analysé, et tout est dans le feutré, dans le faut pas dire, et puis dans l'amour qui serait, je ne sais pas, ou peut-être sous les feux de l'amour sous les feux de l'amour, c'est totalement aveuglant. Donc c'est important. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, moi ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement c'est aussi une thématique que j'ai analysée dans mon livre. Bon, moi j'essaie de l'analyser de manière très objective. Je l'ai dit, on ne sait pas les motivations de ces couples blancs pour adopter des enfants noirs. Je les juge pas, c'est peut-être des questions transgénérationnelles, on ne sait pas. Donc il y a une affection filiative qui se fait. Je la juge pas, mais je donne des conseils pour que ce soit vécu de façon le plus positive et pour les parents et pour les enfants. Donc quand les parents acceptent réellement l'identité noire de leurs enfants et qu'ils sont conscients de ces questions identitaires et qu'ils adoptent des mesures pour renforcer l'identité de l'enfant en inscrivant dans son histoire, dans sa culture, etc., ça peut être une expérience qui est positive pour les enfants. En revanche, quand les parents adoptent des enfants noirs pour en faire des poupées Barbie ou des princesses Aurore, en déniant totalement leur identité, la lignée humaine noire dans laquelle ils se sont inscrits par la naissance, ça crée effectivement des catastrophes parce que l'enfant, il n'est pas à sa place. Et ça fait les difficultés que tu as évoquées, Juliette. Non, mais le fait déjà qu'on est dans une relation asymétrique, c'est en général des parents blancs qui adoptent des enfants noirs. Ça crée aussi dans un imaginaire qui est particulier. Donc, c'est tout ça aussi qu'on interroge. C'est pas dans la culpabilisation, mais il y a tellement de dégâts. Et je suis bien placée de par mon travail et mes rencontres pour parler de ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut détabouiser un certain nombre de problématiques parce que cela devient urgent. Quand vous voyez les problèmes identitaires et de personnes qui sont pourtant très intelligentes, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'elles sont empêtrées dans des réseaux de problématiques qui ont pris naissance dans l'enfance ou dans la difficulté à se définir. Qui suis-je? Est-ce que je suis blanc? Est-ce que je suis noir? Oui, mais voilà, je n'ai
je ne suis qu'un capital blanc dans la mesure où les parents que j'ai eus ont voulu justement faire de moi, etc. Donc, c'est pas forcément l'essentiel. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que on continue un petit peu à parler de votre projet. Et puis après, j'aimerais bien, comme vous parlez du travail qui est mené avec les enfants, comment est-ce qu'on arrive à les construire et à les soustraire à l'influence de l'environnement qui est si puissant par la télé, par les médias, les films, les copains, les petits copains. Est-ce qu'on arrive à les recentrer au point qu'ils soient des petits copains normaux, je veux dire, sans vouloir fusionner, se fondre, s'identifier. Et je ne comprends pas, là c'est un problème aussi, que le petit français ici, par exemple, il garde son accent, il garde son quant à soi, il garde sa dynamique, etc. Et pas l'enfant noir. C'est quand même quelque chose qui est assez... qui interroge. Xavier ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le film? Vous voyez comme le temps passe vite, on n'a plus beaucoup de temps. D'accord, alors... Non, mais rapidement. sur le projet, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour les intéresser? Parce que vous avez parlé du fait que c'est d'abord un projet qui voudrait être caribéen et sur le monde, disons, un peu francophone. La diaspora parlant français. Oui, moi, comme je disais au début, moi, je voudrais montrer, pas parler seulement de la haine de soi, la mésestime de soi, mais parler aussi, montrer ce qu'a été le cheveu crépus, l'art capillaire, parce que il fut un temps où les femmes, loin de détester leurs cheveux, faisaient de la coiffure un exercice de style, et avec des coiffures vraiment extraordinaires. Et j'aimerais bien présenter ça dans le film pour montrer aux femmes qu'il y a autre chose et que c'est vraiment dommage, après avoir inventé toutes ces coiffures, créé toute cette beauté, de s'adonner à des pratiques délétères, quoi. C'est vraiment dommage. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, moi je voudrais aussi préciser que j'ai lancé une campagne parce que réaliser un film c'est très difficile, il faut des fonds. Donc moi j'ai lancé une campagne de financement participatif sur un site internet qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank et où il est possible de me faire un don pour soutenir le film. Donc là j'ai déjà atteint 52% de la somme, donc il m'en manque 48 et il est possible de faire un don par carte bancaire ou alors par chèque à l'ordre de Focus, une association sérieuse. Et pour toutes les personnes qui ont du mal à aller sur Internet ou qui font pas confiance, elles peuvent toujours contacter le site, regarder en détail, ou simplement passer par l'autre mode qui est le chèque. Et comment est-ce que... Oui, c'est ça. Donc vous avez dit, le site c'est Kiss. Alors K-I-2-S, collé, oui, banque, comme banque. En un seul mot. En un seul mot, donc B-A-N-K, deux fois. Kiss, deux fois, banque, deux fois, .com. Non, il suffit de taper ça sur le moteur de recherche Google, cliquer sur le premier lien, et là on a accès à la plateforme Kiss. Et là dans l'onglet recherche, on entre le titre du film, donc Don't Worry, Be Happy, et il y a la fenêtre qui correspond au film qui s'ouvre. Ensuite on clique sur soutien et on suit tout bêtement le processus, c'est assez simple. Alors, ce que vous avez promis à ceux qui financent, qui peuvent être des associations, des groupements, etc. Alors, il y a des contreparties. Il y aura, en fonction des dons, il y aura par exemple le nom de la personne ou l'association dans le générique. Il y aura un t-shirt qui sera envoyé avec le titre du film qui est floqué sur le t-shirt. Il y a aussi, en fonction des dons, la possibilité d'assister au montage, passer une journée, voir comment on construit un film. Oui, il y a des tas de contreparties. Et puis d'être dans le générique, si bien sûr le don est assez conséquent. Oui, et puis il y a une séquence qui sera assez longue, qui sera réalisée ici en Martinique. Donc je vais circonscrire des salons de coiffure pour leur... parce que ce sont des salons où les femmes sont contre cette pratique du défrisage, aussi parce qu'elles ont une parole forte, un discours fort, avec des enseignes particulières. Et puis il y aura une interview aussi qui sera avec vous, je pense. Et
Et voilà rapidement ce que je peux dire sur le... D'accord. projet de Donc film. c'est un projet qui pourrait voir le jour Oui, certainement l'année prochaine. l'année prochaine, si tout va bien, au mois de juin. D'accord. Parce que dans le projet de film, ils sont prévus des interviews, c'est pas encore ficelé, mais d'Angela Davis, de Pam Grier, de Kathleen Cleaver, de Spike Lee, de Rebecca Walker, des personnes qui ont Bobby Seale, qui ont vécu la fonction identitaire, qui sont à l'origine de la fonction identitaire et politique du choix avec la coupe afro. Et il y aura aussi des séquences au Nigeria, où il existe encore dans certaines régions des techniques ancestrales de coiffure. Mais moi, je pense que ça serait une erreur d'imputer ou d'attribuer aux Africains-Américains la question telle qu'elle se pose en France. Parce qu'on a une autre dynamique sociologique. Donc il faudrait qu'on fasse aussi l'historique de ce mouvement en France. Oui, bien Même sûr. si il y a eu des échos, mais en France, on est sorti justement d'une certaine politisation du cheveu pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus... Donc ça, c'est des choses qu'il faudra voir au moment où le film se fera. Maintenant, donc chers amis téléspectateurs, donc Monsieur Xavier Huizot ne sera pas en Martinique, il est là juste pour quelques jours. Il vient vous solliciter pour trouver ce qui manque de fond pour réaliser ce film, qui est un film qui parlera à tout le monde. Vous vouliez aussi le traduire, non? Oui, j'aimerais beaucoup que le film soit doublé en langue créole. Et que ça me ferait vraiment plaisir, je serais très, très touché de le voir diffusé en langue créole. Ça me fera même, et je pense faire la même chose pour les langues africaines. D'accord. Et bon, il sera diffusé également sur TV5, sur tous les réseaux, mais donc là, ce sera en français. Mais moi, ça me ferait vraiment plaisir d'organiser, par exemple, une projection dans une grande salle, si possible, et que ce soit diffusé en langue doublé en créole, et observer la réaction des gens. Parce que il faut vraiment, pour ce qui est de l'Afrique, par exemple, je pense qu'il faut vraiment tordre le cou à la langue française, aux langues ibériques, à l'anglais, et passer à nos langues et réfléchir sur une langue continentale, parce que c'est possible, parce qu'en Afrique, en réalité, il y a à peine 3 ou 4 grandes langues, toutes les autres sont des nuances, donc il faut juste une décision politique. Parlent 4, 5, 6 langues. Oui, comme ça, celui qui est au Sénégal, il peut travailler sur des problèmes scientifiques avec la personne qui est le Zoulou qui vit en Afrique du Sud, ou avec la personne qui est ici en Martinique, parce que il faut apprendre nos langues aussi. Et puis il faut créer des passerelles maintenant. Oui, il faut créer on des est dans passerelles. ça grâce au film produit par les Africains-Américains, par les Africains francophones, enfin Africains parlant français, par la diaspora, etc. Que ces passerelles-là soient jetées entre les différentes communautés composantes pour que, voilà, les héritages, tout ça se partagent aussi. Politiquement, ce sera fort en plus. Politiquement, ce sera fort. Oui. Chers amis, je vous ai présenté, on est en train de discuter, on ne peut pas vraiment beaucoup entrer plus à fond dans l'ouvrage, mais qui sait, peut-être que Annick sera là à nouveau et que moi j'aurais eu le temps de vraiment le décortiquer. Mais vous voyez le titre, Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, Annick Dzokanga. Vous allez sur son site tout collé annickdzokanga.com et vous verrez, donc vous pouvez vous procurer l'ouvrage et vous pouvez aussi découvrir donc ce qu'elle a. Maintenant, moi j'aurais aimé pour terminer avec vous à travers toute cette démarche, ce travail de réflexion, vous donner des conseils pour la construction de l'enfant noir aux parents. Qu'est-ce que vous proposez? Alors moi, ce que je propose, ce que j'évoquais déjà tout à l'heure, un certain nombre de conseils très pratiques dans la façon dont on prend soin de son enfant quand on le lave, en accompagnant donc les soins corporels avec des paroles, etc. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que en dépit donc de ce contexte que j'ai présenté qui était problématique, il y a un espoir qui subsiste. Nous avons dans nos patrimoines historiques, linguistiques, culturelles, artistiques, des choses très très importantes qui soutiennent la construction identitaire de nos enfants et qu'il faut leur transmettre, il faut leur dire, les hommes noirs ont fait des choses très belles et il faut que tu le saches. Et les blancs ont fait des choses, mais les noirs aussi ont fait des choses. À l'école, on t'en parle pas. Mais nous, on va t'en parler pour t'aider à grandir très bien. Moi, j'ai pu voir personnellement mes petites comment elles ont évolué dans cette connaissance.
et dans cette acceptation de leur identité. Moi, mes petites, pendant un moment, elles avaient honte de leurs cheveux, elles n'étaient pas bien, elles voulaient des cheveux raides, des cheveux bâtons, mais par le travail de dialogue et de valorisation, maintenant j'ai des petites qui sont très contentes de leurs cheveux, qui laissent leurs cheveux parler leur propre langage et qui ne sont pas omnibulés par des cheveux raides, etc. Donner l'esprit critique à ses enfants. Quand on reçoit un compliment, bien l'analyser pour savoir si c'est vraiment un compliment. Je donne des exemples de ma vie personnelle avec ma fille aînée Aïda. Petite, un jour, une camarade lui avait dit « Oh Aïda, tu as un bonnet pour une noire. » Alors, en décortiquant le compliment, j'ai réussi à le faire comprendre que finalement, c'était pas vraiment un compliment. Donc, du coup, c'est un cadeau empoisonné. Voilà, la petite a commencé à grandir en ayant cet esprit critique par rapport à tout ce qu'elle pouvait recevoir de son environnement. Tu es noire et belle. Voilà, c'est ça. Et il y a différentes formes de nez, ils s'inscrivent dans un visage. Ils sont aussi beaux et voilà, il faut pas accepter d'être singularisé par rapport à sa communauté. Voilà. Donc voilà, en faisant grandir les enfants dans cet esprit critique, ils mettent une distance par rapport à ce discours eurocentrique qui a tendance à les dévaloriser. Récemment, je travaillais avec ma petite cadette sur les problèmes de richesse des nations, donc le PIB, etc. Et j'ai la petite qui a été en mesure de dire, on présente l'Afrique comme pauvre, etc. Mais en fait, l'Afrique, elle est pillée. L'Afrique, elle est très riche, mais elle est pillée. Donc pour moi, ce sont des choses qui sont très positives parce que qui se transmettent. Voilà, que la petite, elle a des outils pour pouvoir mettre une distance par rapport à ce qu'on peut lui dire, et surtout, elle développe l'assertivité, ne pas accepter qu'on lui dise n'importe quoi sur son identité, sur son héritage, parce qu'elle le connaît, parce qu'elle le valorise. Pourquoi ? Parce que la famille, les parents sont là pour valoriser et être heureux de ce qu'ils sont. D'accord. Donc vous voyez, chers amis, l'utilité des écoles alternatives, puisque dans l'école officielle, on ne leur apprend pas leur histoire, eh bien, à côté, faites comme Annick, poussez les enfants, apprenez-leur à réfléchir sur savant et... Comment s'appelle ce livre de Inventeur et savant noir. Inventeur et savant noir. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se font dans ces petites écoles. Renseignez-vous, je vous ai fait déjà 2 ou 3 émissions à ce sujet. Donc, il faut qu'à côté de l'école, vous ayez aussi une école, j'allais dire, quelque chose de plus privatif qui vous permette de combler les manques qui se ressentent chez les enfants, parce que l'école officielle qui fabrique des petits Français sans égard pour leur couleur, identité, tout ce que vous voulez, eh bien, que vous soyez dans des stratégies de compensation, que vos enfants soient équilibrés. Au fond, le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire, c'est de leur donner des grilles de lecture qui vont les rendre autonomes et qui n'est pas à se vivre comme des couleurs, à marcher comme des zombies derrière leurs couleurs, au nom du fait que certaines personnes se sont accaparés de toute la couleur, de celle qui a toutes les valeurs, et que eux sont en train de courir après une couleur qui indéfiniment, qu'ils n'auront jamais, parce qu'ils sont ceux que la nature leur a donnés. Maintenant, on va dire au revoir à nos téléspectateurs. Annick, vous allez commencer. Dites, qu'est-ce que vous voulez leur dire du livre? Parce que quand les lumières vertes sont là, ça veut dire arrêtez-vous. Dites-leur. Voilà. Donc, vous pouvez regarder la caméra. Ah d'accord, ok. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est un livre d'amour que j'ai écrit, parce qu'il faut absolument que nos enfants apprennent à s'aimer et à aimer ceux qui leur ressemblent. Et ça, c'est primordial, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui qu'on a pour soi-même. Si on peut déjà donner ça à nos enfants, on leur donne une arme, mais alors incroyable, une force inépuisable pour pouvoir traverser la vie et supporter les difficultés qu'ils rencontreront. La connaissance aussi est une arme, et la connaissance de leur histoire, de notre histoire, de la valeur de nos civilisations, des grands hommes, des belles constructions, des belles réalisations que nous avons faites, ce sont aussi des armes, parce que dans l'environnement eurocentrique, la valeur des hommes, elle est mesurée à l'aune des civilisations, des constructions civilisationnelles. Et tant que l'enfant noir ne saura pas que l'écriture a été inventée par les Sumériens qui étaient des Noirs, que Babylone c'était des Noirs, que les Égyptiens étaient des Noirs, que les Hébreux étaient des Noirs, que les Maures qui ont envahi la France c'était des Noirs, les Sarrasins étaient des Noirs, et que beaucoup d'hommes noirs ont contribué positivement à la construction des civilisations occidentales. Et continuent À le faire, ils seront toujours pris de court, sans réponse, le jour où on leur dira « Mais vous les Noirs, qu'est-ce que vous avez fait ?» Oui. Donc c'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas de chercher de midi à 14h des choses très compliquées.
c'est des choses qui sont basiques et qui sont très accessibles. Pourquoi maintenant on a accès à Internet, on a beaucoup de chercheurs de vérité qui nous diffusent des vidéos, mais d'une richesse inouïe. Tous les jours, on en apprend sur la richesse de notre histoire. Et c'est à portée de clic. Donc c'est à nous, parents, de faire ce travail. Voilà, merci Annick. Vous avez vu comme elle est convaincante et puis c'est très juste. Ça tombe très juste, elle analyse très juste et puis elle va vous laisser ce très bel ouvrage que moi-même je vais me dépêcher de lire et que je vous conseille déjà sans l'avoir lu, mais comme elle en a parlé hier soir, enfin à cette conférence, je sais un peu son contenu. Xavier, est-ce que vous voulez dire 2 mots à vos téléspectateurs? Oui, alors moi, bien sûr, j'aimerais qu'on m'aide à soutenir ce film, parce que c'est pas un film que je réalise pour moi, mais pour nous, parce que nous sommes les fils aînés de l'humanité et de la civilisation moderne, et pendant 35 siècles, on a dominé ce monde sans jamais pratiquer l'esclavage, sans jamais aller chez l'autre, sans jamais chercher à le dominer, à l'écraser. Au contraire, on a ouvert ce monde, on a inventé les sciences, les arts, la religion, à une époque où les Occidentaux vivaient, pas seulement les Occidentaux vivaient dans des grottes avec des peaux de bêtes sur le dos. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est un chercheur, une égyptologue française qui dit ça, qui l'a avoué. Donc aidez-moi à réaliser ce film, soyons nous-mêmes, cessons de nous martyriser, ça suffit parce qu'après tous ces siècles de violences subies, on est toujours en vie et ça c'est vraiment une énergie, c'est pas rien du tout. Donc il faut qu'on s'en serve et qu'on avance avec tout ça, quoi. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, chers amis. Et puis n'oubliez pas, vous faites des dons à votre mesure. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des sommes énormes. C'est vrai que si on est des milliers à donner une petite somme, ça les aidera à finir ce livre. Ce film, je peux vous dire qu'il y a longtemps que Xavier veut faire ce livre, Xavier Huezo. Donc j'ai reçu pour vous Xavier Huezo et Annick Nzokanga, et j'espère que vous avez passé un bon moment avec eux. Et puis qu'on va continuer les discussions parce que à mesure que nous avons des chercheurs, des écrivains et des personnes qui diversifient les panels de tout ce qui fait la culture de nos populations, de notre peuple, eh bien, nous nous en enrichissons et puis on aura des enfants plus forts, plus beaux, plus grands, qui ne sont pas que des couleurs, même si il faut préserver leur couleur parce qu'elle est intégrée à leur identité. Je vous remercie d'avoir été là, de nous avoir prêté attention et puis je vous dis à très bientôt. Et puis bonne fête de Noël au fait. Voilà, au revoir.